Finto. Finta. 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 Finto. Finta. Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer les voies de la ruralité, à la rencontre de celles et ceux qui incarnent la diversité et l'incroyable vivacité de territoires que l'on croyait oubliés. Je m'appelle Lola Cross, je suis journaliste et je vous emmène dès maintenant. À 48 ans, Olivier Fabre incarne la 4e génération de la ganterie familiale Maison Fabre à Millau. Engagé dans la démarche d'inscription de la filière cuir du pays du Millau au patrimoine immatériel de l'UNESCO, qui pourrait aboutir d'ici 3 à 4 ans, Olivier Fabre partage son temps entre Millau et Paris. Mais il accepte volontiers d'être le bout en train d'une filière qui a durablement marqué le Sud Aveyron, laissant à Millau le surnom de Cité du Gant, et qui ne demande qu'à être en ébullition à nouveau. Avec Olivier Fabre, on s'est un peu tutoyé, un peu vouvoyé, mais on a surtout parlé de sauvegarde du savoir-faire ancestral qu'est le travail du cuir à partir de l'élevage de brebis pour Roquefort. On a aussi parlé de ses souvenirs d'enfant dans les ateliers, jusqu'à la reprise de l'entreprise avec son frère à l'aube des années 2000, après une fermeture administrative qui aurait pu mettre un coup d'arrêt définitif à la saga familiale. Olivier, bonjour. Bonjour Lola. Merci de m'accueillir aujourd'hui chez toi. On est donc à Millau. Est-ce que tu peux me dire exactement où on se trouve ? Alors on se trouve avenue Gambetta, dans le bureau où mon père travaillait, donc dans les murs de l'usine que ma grand-mère et mon grand-père ont bâti en 1951. Voilà, donc du coup aujourd'hui on a toujours la ganterie qui est au numéro 20. Avant nous étions du temps de mon arrière-grand-père rue Antoine Guy, en dessous le pont Le Rouge, sur le bord du Tarn. Et c'était dans la maison de famille de la rue Antoine Guy que de 1924 à 1951, on a commencé l'épopée du gant. Combien il reste de personnes aujourd'hui qui travaillent ici ? Nous avons dans l'atelier 6 personnes. Voilà, on est une petite entreprise. Aujourd'hui, nous sommes 12. Donc il y a du travail de bureau, il y a du travail de boutique, il y a du travail de logistique, et puis il y a ce travail d'atelier. Alors l'atelier, c'est un travail qui nécessite toute l'attention puisque notre entreprise, c'est une entreprise familiale dont vraiment l'artisan est au cœur de cette marque, de cet univers. Et il n'y a pas d'école. Donc nous devons imaginer la formation à travers une transmission de la couturière, du coupeur à ses apprentis. La question de la formation, aujourd'hui, tu t'y engages pour que tous les métiers du cuir puissent passer à la postérité. C'est pas péjoratif que de dire ça, mais il y a eu une grande époque du cuir, notamment à Millau. Il y a eu une époque plus difficile entre-temps, et aujourd'hui, là, on est un peu sur une bascule que tu as envie de réussir. En fait, Millau a un patrimoine au niveau de la ganterie qui est exceptionnel, qui est unique au monde d'ailleurs. C'est le seul endroit au monde où on va trouver une filière complète, c'est-à-dire que vraiment on a tout l'univers agropastoral depuis le Moyen-Âge et qui fait l'élevage de la brebis et transforme sa matière naturelle, à savoir la laine, à savoir la peau, sur les bords du Tarn. Et donc Millau étant une ville gallo-romaine très ancienne, il y a toujours eu une activité humaine. Et des hauts plateaux, des Larzac et des Cosses qui entourent la ville de Millau, nous avons sur le bassin eu une grosse activité de transformation de matière naturelle, et cette peau très fine a amené assez naturellement, dès le XVIIe siècle, des gantiers à Millau. Voilà, à l'époque industrielle du XXe siècle, Millau était la capitale mondiale de la fabrication de gants et de la transformation de peau. Et c'est vrai que jusque dans les années 70, il y a eu vraiment une époque de gloire avec, quand mon arrière-grand-père a ouvert la ganterie en 1924, il y avait à Millau déjà 67 gantiers installés dans l'annuaire de 1925 que nous avons toujours. Aujourd'hui, ça fait des années que je constate la fermeture d'établissements, que je constate le manque de personnel, la désaffection aussi des jeunes pour un métier qui est plus vieillissant, pour une activité qui est plus confidentielle. Et donc, on avait besoin de tous se retrouver pour sauvegarder sur le long terme notre patrimoine vivant. Je dis vivant parce qu'aujourd'hui, il reste 5 gantiers à Millau. Il y a quasi autant de mégissiers. On a une nouvelle activité qui est l'activité de la maroquinerie
qui aujourd'hui se déploie et a un vrai développement. Et il y a une activité même de transformation de matières naturelles, plutôt le cuir, sur le département de l'Aveyron, comme le département d'ailleurs du Tarn, qui sont deux zones de transformation. Donc en 2015, avec les élus du territoire, je leur ai proposé de réfléchir sur l'association des professionnels du cuir et on a créé une association avec les entreprises qui s'appelle le Pôle Cuir Aveyron, qui existe toujours. Et ce sont 18 entreprises réparties sur l'Aveyron qui représentent à peu près 400 emplois. Et ça a aussi activé les réseaux. Et il y a eu grosso modo une cinquantaine d'emplois qui ont été recrutés. Alors il y a quelques départs à la retraite, hein, il faut l'avouer, mais une cinquantaine d'emplois qui sont arrivés sur 3 ans, ce qui est quand même pas négligeable. Plus récemment, on est parti sur une nouvelle envie, plutôt toujours dans cette sauvegarde du patrimoine culturel et de nos savoir-faire. Et je pense qu'on va reparler, c'est la candidature au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. De l'UNESCO. Qu'est-ce qu'elle apporterait? En quoi ce serait utile pour toute la filière d'être reconnue par l'UNESCO, concrètement? Concrètement, il y a une vraie notion d'urgence. Aujourd'hui, nos métiers sont en danger. Les entreprises sont en danger. On a des professionnels qui sont extrêmement isolés, on a des métiers qui doivent se transmettre de façon informelle, c'est-à-dire dans un atelier. Il y a aujourd'hui encore donc des entreprises, des praticiens, c'est-à-dire ceux qui sont en fait dans le travail, hein, c'est-à-dire les personnes qui transforment de leurs mains. Et cette candidature, on l'a voulu avec une territorialité importante, que l'on appelle le Pays de Millau, qui représente 6 départements, qui sont limitrophes bien sûr de l'Aveyron. Tu parlais de la revalorisation de la filière laine en Sud-Aveyron notamment. Ça, c'est un travail que tu fais, toi aussi, avec les éleveurs, notamment en Sud-Aveyron, d'aller voir concrètement dans les élevages comment leur travail à eux, l'élevage qu'ils font pour la viande, essentiellement le lait Roquefort, comment derrière la filière peut utiliser la peau, la laine de ces bêtes-là. Et il y a quand même du travail de ce côté-là. Oui, alors faut rendre à César ce qu'il y appartient. Le travail de la laine, il a déjà été initié par un collectif qui s'appelle Tricolore et auquel Maison Fabre avait participé. Et ça m'a permis de rencontrer des éleveurs et d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire cette démarche de pouvoir transformer de la laine locale et de la poser sur chacun de nos métiers. Donc là, en l'occurrence, sur des gants. J'ai trouvé ça très intéressant. Et c'est comme ça que on s'est retrouvé à aller d'abord dans l'univers de la tonte, et puis jusqu'à la transformation et au filage, nettoyage, tissage des toisons. Et nous avons toujours, c'était beaucoup à Mazamet que ça se faisait. Aujourd'hui, entre Mazamet et Groyer, il existe encore des grosses filatures qui transforment justement cette laine, qui est souvent mélangée pour lui donner cette élasticité, ce ressort. Et si vous voulez, aujourd'hui, je peux l'affirmer très clairement, la laine de la laconne, quand on la voit sur la brebis, elle est pas extraordinaire parce qu'elle est pauvre. Mais transformée, nettoyée, associée à d'autres laines, en restant naturelle, sans teinture, on a une laine d'une qualité exceptionnelle, qui peut être imperméable, qui est souple, qui est rebondie, qui est solide, qui est facile à coudre. On a une laine exceptionnelle. Et donc du coup, l'idée c'est de pouvoir travailler en circuit court. Et donc ces peaux aujourd'hui, elles sont pas utilisées. Oui, elles pourquoi ? partent dans des circuits. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, on a négligé cette matière naturelle qu'on ne trouvait pas intéressante. On se focalisait chez nous, les élevages sont pour le lait, c'est pas pour la viande. Donc c'est vrai que la concentration numéro 1, c'était le lait. Si vous voulez, on a un métier où on n'a pas des peaux parce qu'on ne tue pas pour le cuir. Quand l'animal est abattu, c'est là en l'occurrence pour la viande par exemple, et nous finalement on recycle un déchet parce que si on s'en occupait pas, ça partirait à la poubelle. Donc en fait on suit les cours de consommation. Si les gens consomment un peu moins de viande, il y a un peu moins de peau. C'est tout simplement comme ça. L'éleveur, lui, il donne la vie. Faut penser à ça. Du coup, on travaille avec des mégiciers aveyronnais, tarnais,
On a pu faire en 2018 notre première notre première collection en gants issus de peau Lacoste. Et en 2020, on a fait notre premier gant qu'on a appelé le Larzac, qui est à la fois avec de la laine de Lacoste, de nos brebis, et le cuir. Et ça, c'était jamais arrivé. Moi, depuis que je travaille, ça fait 22 ans, j'avais jamais vu une paire de gants en Lacoste. Les mégisseries avec qui nous travaillons, qui sont souvent des jeunes qui sont aux manettes, ils n'avaient jamais travaillé de la Lacoste. Ils faisaient que de l'anthrophinos ou d'autres cuirs. Et donc, c'est un exploit. Parce que finalement, à terme, on réduit l'empreinte carbone, on est sur un cercle vertueux. Et en plus, on peut imaginer que même l'éleveur verra d'un bon œil une revalorisation de la bête. Et là, j'étais avec un éleveur tout à l'heure, et c'était là aussi la première fois qu'un éleveur venait visiter une ganterie. En fait, si vous voulez, il n'y a pas de connexion. Oui, elle s'est perdue, cette connexion. L'humain a perdu beaucoup de choses. Et en 50, 60 ans, beaucoup de choses évidentes à l'époque, ces fameuses filières, elles se sont cassées. Et pourquoi? C'est quoi qui explique? Il n'y a pas une solution. C'est l'érosion. Pourquoi les falaises sont comme ça? C'est le temps. C'est-à-dire qu'il y a une désaffection, il y a une chute de l'activité, il y a des priorités qui sont autres. Et aujourd'hui, par exemple, on est très très sensibilisé sur la nature, la condition de l'animal, sur la racine du produit, où est-ce que c'est fait, comment c'est fait, par qui. C'était pas comme ça à une époque. C'était plus industriel peut-être. Mais c'est pas une critique, parce que l'industrialisation, elle avait aussi ses bons côtés. C'était beaucoup générateur d'emplois, des campagnes habitées. Le cousu humain se faisait dans les campagnes, tout le monde travaillait. Il n'y avait pas une femme qui était sans activité ou un homme sans activité. Aujourd'hui, ça peut arriver qu'on voit des maisons à l'abandon, on voit des campagnes qui se vident. Et c'est pour ça que il y a des cycles aussi, tout simplement. On constate que, par exemple, les jeunes générations aujourd'hui sont parmi les presque militants de cette bonne qualité, ce souci de bien manger, d'acheter moins. Par quoi est-ce que ça passe, cette reconquête? On sent que beaucoup de personnes ont envie de quitter la métropole, ont envie de quitter ces grandes villes qui ont attiré pendant un moment, qui aujourd'hui coûtent cher aussi. Donc il y a un attrait pour la campagne, le télétravail n'est pas pour rien. Donc du coup, il faut essayer d'attirer dans ce sens-là, bénéficier finalement de cette vague et de la pérenniser. On a un environnement qui est en plus sublime, on a une proximité avec une métropole à 1h15, on n'est pas loin de la mer, on a des métiers qui sont beaux et aussi il faut penser qu'il y a une population qui commence à en avoir un peu marre de tout ce virtuel, c'est-à-dire tout ce qui est connecté. On va pas déconnecter les gens, loin de là, c'est même pas l'intention, mais pouvoir fabriquer quelque chose de ses mains, c'est extraordinaire. Donc ces métiers aujourd'hui attirent. Au début, c'était une légère curiosité. Aujourd'hui, on reçoit de nombreux messages disant voilà, j'habite à Paris, j'en ai marre de cette vie, avec mes enfants, je voudrais m'installer à Millau. J'adore votre maison, j'adore ce que vous faites, je vous suis depuis ce temps. Est-ce que je peux pas venir travailler chez vous? Mais on a des profils étonnants. On a pris une personne, il n'y a pas très longtemps, qui était venue pour être gantière. Elle avait un profil de DRH. Je dis, comment une DRH, elle veut devenir gantière? Là, on va faire un appel pour avoir un coupeur et 2 couturières. Donc, je pense qu'on devrait recevoir pas mal de CV. Mais là, l'autre pendant de l'engagement pour l'écologie, pour les circuits courts d'une jeunesse ou pas, mais en tout cas, cette prise de conscience-là, elle implique aussi une baisse de consommation. Donc vous, qui vendez des produits qui sont les gants, est-ce que ça réoriente aussi votre manière d'appréhender la fabrication, pour le coup? Non, mais de toute façon, on est obligé de toujours se remettre un peu en question et de suivre le marché. Le marché, il a évolué très vite. Tout a changé en 3 ans, mais même avec le confinement, tout a changé en 1 an. Donc du coup, une entreprise aujourd'hui qui sait se réinventer, c'est une entreprise qui peut durer. Une entreprise qui sait faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait de sa vie, c'est-à-dire même parler d'un métier qui n'existait pas il y a 1 an, c'est une grande qualité. Et d'ailleurs, je pense que dans les profils, c'est intéressant d'aller chercher plutôt des personnes qui sont capables de gérer des situations de crise en se réinventant, que quelqu'un qui a 1000 diplômes et qui sait de façon, on va dire,
mathématique comment répondre à une demande. Parce que si on le sort de son circuit, c'est plus compliqué. Nous, aujourd'hui, on vend beaucoup à l'export. On vend beaucoup à Paris. On est dans les grands magasins parisiens, on a notre boutique dans le jardin du Palais Royal. Fermeture des boutiques, ça a été une épreuve. Et aujourd'hui, avec cette envie de qualité, d'origine, de savoir-faire, on se retrouve avec une clientèle française plus importante en proportion qu'avant. C'est des personnes qui veulent visiter l'atelier, qui viennent à Millau, des personnes qui viennent au Palais Royal qui savent déjà tout sur la maison. Si vous voulez, on a su se réinventer parce que en mars, l'année dernière, quand on a eu le premier confinement, on avait la commande de la garde républicaine. Donc c'était une très belle commande, on va dire des gardiens du temple, les gants d'apparat blancs avec la grande manchette. Ces cuirs qu'on achète en Italie, qui sont des métis, en blanc lavable. Le confinement arrive, donc on avait la possibilité par l'espace de pouvoir continuer à travailler tout en faisant attention pour la santé. Et on a dû s'arrêter parce qu'à un moment on n'avait plus de cuir. Et puis on a après on a pensé faire des masques en cuir lavables. On n'y croyait pas du tout. Hein. On en a fabriqué, je crois, 12, 13. On les a vendus dans la minute, allez, je dirais en une demi-heure sur Internet. Et aujourd'hui, on doit être à 3000 masques qu'on a vendus. C'est incroyable. On ne pensait pas du tout, malheureusement, que ça dure. Enfin, on pensait que c'était mieux que ça. Mais et du coup, on a fait aussi des gants lavables. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut se réadapter en permanence. Là, on est sur la protection, la sécurité, le sport. On fait des gants pour le vélo, on fait des gants pour le golf, on fait des gants là où il y a besoin de gants. On fait des gants pour la mode. On a gardé, c'est parce que Maison Fabre, c'est une marque de mode. C'est une marque qui a beaucoup de collections, beaucoup de couleurs. C'est pour ça qu'on a toutes les stars du monde qui viennent nous acheter des gants. Et puis voilà, le sport, l'innovation, travailler des matières qui, par nos mégissiers, je pense notamment à Pêche d'eau, je pense à Alric, je pense à Richard, à Millau, qui sont des mégisseries de grande qualité, à Loré, eh bien, ils savent faire du gant tactile, enfin du cuir tactile, ils savent faire du cuir imperméable, du cuir déperlant, du cuir ignifugé, et autant de matières où on a besoin. Et ça, moi, je crois que tradition et innovation, c'est le secret. Pour vous, c'était une évidence, Olivier, de reprendre l'entreprise? Je sais pas. Je pense pas. Enfin, peut-être. En fait, moi, je voulais être peut-être journaliste ou. Enfin, ce qui m'intéressait, c'était la rencontre. Et puis finalement, on a eu des difficultés financières. L'entreprise a fermé en 95. On avait perdu un gros marché administratif. On avait 100 personnes à ce moment-là. C'était mon père. Ça a été vraiment une blessure énorme. Mon père qui a extrêmement bien géré la situation, mais malheureusement, quand on perd un marché de 200 000 paires de gants par an, on ne tient pas. Et dans ce moment où vraiment de vie brisée, parce que c'est ça le terme, de vie brisée. Moi, je donnais des idées. Moi, à l'époque, j'étais encore. Je pense que je devais terminer mon bac. Après, j'ai fait droit, j'ai fait une école liée au journalisme, sans trop savoir vraiment ce que j'allais faire. Et puis finalement, j'ai arrêté, je suis venu m'installer à Millau, parce que j'étais à Montpellier et à Toulouse. Tout le monde me disait, n'y va pas, t'es fou. En plus, une usine fermée, enfin vide, a été ouverte, mais il n'y avait personne. Nous, on faisait fabriquer quelques échantillons, quelques pièces chez les couturières à domicile, il n'y avait plus rien. Et puis finalement, j'ai fait l'inventaire avec mon frère, avec mon père, on a regardé un peu tout ce qu'on pouvait faire. Je suis monté... J'ai fait le tour de France, un peu de qui était le client en gants, notamment des maroquiniers ou c'était pas Jojo. J'aime autant vous dire qu'il fallait avoir un bon tempérament positif. Et du coup, j'ai dit écoutez, là c'est foutu, on pourra pas faire ça. Je vais aller à Paris et je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire du côté de la mode, parce que finalement, ma grand-mère avait fait fortune à l'époque et avait réussi avec la mode. Elle avait tous les couturiers, elle les connaissait tous. Ma grand-mère, il faut savoir que c'est une femme qui est née sur le Lévézou, à côté de Ségur. Mon arrière-grand-père était tailleur de pierre. À l'âge de 14 ans, elle est partie à Millau. Elle n'est pas allée à l'école et elle est allée travailler directement dans une ganterie. Elle a épousé mon grand-père, elle avait genre 17 ans ou 18 ans. Elle a passé sa vie avec lui. Et ils ont bâti l'entreprise ensemble. Et ça a été la seule femme chef d'entreprise à Millau, dans la ganterie. Et elle avait 350 employés et 300 personnes à domicile. C'est un tempérament. Mon arrière-grand-père faisait que des gants blancs. Elle s'appelait Rose. Évidemment, elle a mis la couleur. On l'a gardé, cette couleur. Elle a travaillé mais il y a 1000 anecdotes.
Elle a fait, je sais pas pourquoi, elle a toujours été attirée par le cinéma. Pourtant, c'était pas du tout une femme. C'était vraiment c'était une femme de l'atelier. Et elle avait pas de bureau. Son bureau était dans l'atelier. Il n'y avait pas de bureau. En fait, c'était une table avec des gants. Et elle chapeautait ses familles, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de familles, d'Italiennes, de Portugais, d'Espagnols. Alors, elle embauchait les 3 sœurs, la mère, la tante. Alors, c'était animé, hein. Et moi, quand j'étais gamin, je me rappelle très bien, je me baladais, il fallait dire bonjour à tout le monde, c'était un peu compliqué, hein. Mais je me cachais, je savais quelle était la couturière qui avait des chewing-gums dans son petit tiroir de machine. J'allais piquer 2-3 trucs, hein. Et c'était génial. Et du coup, aujourd'hui, je pense que, enfin, du moins pour revenir sur le démarrage, quand je suis monté à Paris, je pensais à elle. Je me suis dit, elle faisait des sauts de puce. Elle montait le matin, elle redescendait 2 jours après. Et du coup, j'ai fait comme ça. Et puis, je suis allé voir des marques, des boutiques, sans rendez-vous. Et puis, j'ai commencé à vendre un peu de gants. On a fait un premier salon. Et ça n'a pas été extraordinaire parce qu'on était un peu classique. Mais en revanche, il y avait des marques qui ne désemplissaient pas et des créateurs qui avaient du talent. Et je suis allé les voir. J'aurais dit, écoutez, voilà. On a repris une entreprise de famille, on est très attachés, on sait très bien fabriquer. Proposez-nous des dessins et on verra si on peut travailler avec vous. Je sais pas, c'est tout gagnant, on ne vous fait rien payer. Et tous les ans, donc de 2001 à peu près 2010, tous les ans, on doublait quasiment les commandes sur chaque salon, d'une année sur l'autre, d'une saison d'hiver sur l'autre. Et on exportait enfin. Ce qui m'a amené en 2005, avec mon frère et mon père, de rénover la maison de l'avenue Gambetta, où nous sommes aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui restait de l'outil de travail là, à ce moment-là, quand vous On reprenez? avait toute l'usine, une usine adaptée à 350 personnes, et genre on était 3. Et le matériel était utilisable, quoi, tel quel, On les avait machines? tout gardé, toutes les machines, tout le matériel, donc on faisait beaucoup travailler à domicile. Ça se fait encore, hein. Mais donc il y a 22 ans, ça se faisait encore plus. Et donc du coup, à un moment, je me suis dit, c'est quand même bien d'avoir du personnel dans l'atelier. Mon père travaillait déjà avec une coopérative au Portugal, parce que dans nos campagnes, avant, le cousu main se faisait dans les fermes. Maintenant, les femmes, les hommes, tout le monde travaille. Et les femmes étaient occupées, elles ne travaillaient pas. Et donc, ça fait des années, des décennies qu'il n'y a plus de couturières dans les campagnes. Et donc, le Portugal a gardé encore ça. Ils sont très forts dans tout ce qui est dentelle, crochet, et donc cousu main. Et donc, nous, on travaille toujours, enfin, mon père travaille avec le père, nous, on travaille avec le fils. Et donc, tout notre cousu main, on le fait coudre au Portugal. Et donc, on le faisait déjà à ce moment-là, on continue, hein, ils travaillent très bien. C'est un système de coopérative. Eux, ils travaillent toujours dans les fermes. Et mon père travaillait aussi avec... mon père a toujours été un entrepreneur dans l'âme. Et donc, il travaillait avec une entreprise en Hongrie et qui avait un peu un patrimoine de machines proche du nôtre, à Pécs, à côté de Budapest. Et nous, on travaille avec la fille toujours, ce qui nous fait un petit complément. C'est pas des grosses quantités, mais c'est un complément qui nous permet de répondre, par exemple, aux Galeries Lafayette. Quand les Galeries Lafayette nous disent, écoutez, on veut bien que vous soyez avec un joli stand chez nous, à côté de Prada, de Longchamp et d'autres très belles maisons. Il faut partir sur à peu près 2000 paires. Quand on a 6 couturières dans l'atelier, c'est 6000 paires par an. Voilà, grosso modo. Donc du coup, si on veut vendre 10 000 paires, ben voilà, il faut trouver. Et heureusement qu'on avait ces compléments de production. Entre-temps, si vous voulez, on est passé de 2 couturières à 6 couturières, on a formé des personnes, d'autres sont partis à la retraite. Et donc voilà, donc du coup, aujourd'hui, on est 6 dans l'atelier. J'espère qu'on sera 8 ou 9 à la fin de cette année. Par quoi elle passe la transmission entre donc votre arrière-grand-père, vos grands-parents, votre père, aujourd'hui votre frère et vous? C'est un attachement familial presque génétique. On est presque obligé de l'aimer, cette activité. De quoi vous vous souvenez des étapes de cette transmission en tout cas? On est obligé de rien, hein. Ma mère est enseignante, elle a tout fait pour que j'y aille pas, hein. Donc déjà, ça c'était le premier point. Oui, il y a une transmission qu'on dit maître Gantier. Elle se fait sur plusieurs points, bien sûr, du sentiment. Ça va sans dire que c'est une évidence. Il y a une fierté, il y a comme un héritage. On bâtir sur un héritage, mais c'est magnifique. Mon père, mon grand-père et ma grand-mère m'ont vraiment... chacun, dans leur façon, expliqué quelque chose. Et comme mon frère, mais lui, il a certainement recueilli d'autres informations. Et moi, je retiens de ma grand-mère
sa notion des couleurs, des dessins, cette coordination entre l'imaginaire, la création et la réalisation en production. Cette réponse de fabriquer une paire de gants pour Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs, la paire de Don Salluste verte. Il n'en faut qu'une, il la faut vite, il faut qu'elle soit belle. Répondre au mariage de Grace Kelly et en même temps fabriquer 10 000 paires de gants pour enfants pour Monoprix. C'est vraiment le grand écart. Et surtout s'occuper de cet environnement. La matière naturelle, prendre soin, ça vient de l'animal. Le personnel, savoir être à l'écoute, poser des questions. Elle vivait avec, hein, enfin, je veux dire, elle vivait avec, elle était tous les jours avec. Elle ménageait pas ses heures. Quand il y a eu les grandes grèves, parce que Millot a vécu des heures ouvrières et syndicales bien plus tôt qu'au niveau national, et elles ont été intenses. Et elle a su répondre très rapidement, favorablement, bien sûr. Et de mon père, de mon grand-père avant la peau, le toucher. Mon père vivait tout le temps dans les pots. C'est un élément clé. C'est la qualité du produit, sa matière première. Et donc, il m'expliquait comment on coupait, comment on tirait, pourquoi on met le talc là, pourquoi on fait, à quoi servent ces outils, pourquoi cela on l'utilise moins, pourquoi ça c'est mieux que ça. Et puis, ses anecdotes à lui, sa façon de faire à lui. Toujours cette transmission informelle. Et mon père, c'est pareil. C'est comment pouvoir entretenir le parc machine, jusqu'aux achats de matière, jusqu'à cette relation très particulière qu'on va avoir avec les maîtres gantières et gantiers, comment les accompagner dans ces projections de développement. Il s'est mis à faire de la maroquinerie à un moment où toutes les ganteries fermaient dans les années 80. Il a réussi, il fabrique tout à Groyer, c'était des camions qui partaient toutes les semaines. Comment répondre à des marchés administratifs en allant dans les ministères taper aux portes. Il y a de l'audace. Hein. Voilà, essayer de trouver des solutions à chaque problème. Comment faire que quand tout le monde a fermé, lui a résisté jusqu'au dernier souffle. Et malgré le dernier souffle, il a réussi à tout racheter, à payer tous les fournisseurs, toutes les dettes, payer tout le personnel, et on est reparti. Alors, on n'est pas reparti sur le même format. La cicatrice est toujours là. Hein. Il l'a très mal vécu. Hein. Il voulait pas du tout de fermeture. Hein. On a été fermé. On nous a forcés à fermer. C'est tout ça la transmission. Et quand je lis ou j'écoutais mes grands-parents, ma mère, mon père parler des histoires de famille et de la ganterie. Et par exemple, pendant la guerre, nous avons fermé. Beaucoup de ganteries sont restées ouvertes. Pendant l'occupation, nous étions fermés. Il y a eu des choix qui étaient des choix très personnels et totalement assumés. Moi, ma grand-mère, elle a aidé énormément de personnes dans des moments. Mais de toute façon, c'était une femme avec les pieds dans la terre. Elle arrivait de la campagne. Mon arrière-grand-père, que j'ai jamais connu, mais lui, il était gendarme à cheval. Et quand il est revenu à Millau, il a monté la ganterie chez lui parce qu'il était cavalier et qu'il adorait le cuir. Et que Millau, c'est vrai, avait cette dynamique autour du gant. Et cette histoire, elle mérite d'être entretenue. Aujourd'hui, enfin, je sais pas, j'ai jamais eu le moindre regret, mais c'est un métier difficile. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde parce que c'est un produit niche. Le gant, il s'emporte, mais il s'emporte beaucoup moins qu'avant. Vous revenez naturellement au territoire. Olivier, il est marquant dans votre parcours, ce territoire de l'Aveyron, particulièrement du sud Aveyron. En quoi est-ce qu'il vous nourrit, ce territoire ? Ou vous a nourri ? Ce territoire, il m'a tout donné, déjà. Et finalement, il est comme posé sur ma peau. Il fait partie... je l'ai dans la tête, j'ai l'accent qui restait un peu. Si je suis ici, on dit que j'ai pas l'accent. Si je suis à Paris, on dit que j'ai un accent très prononcé. Donc, je suis enivré par notre territoire. C'est vrai que l'Occitanie, bon, toutes les régions ont du relief, mais l'Occitanie a du caractère. Et là, avec la candidature UNESCO, j'ai l'occasion de rencontrer énormément de praticiens et de populations, d'experts, de personnes à l'activité ou à la retraite, liées à la filière. Et c'est extrêmement émouvant parce que on entre un peu dans l'intime des familles souvent parce qu'ils nous reçoivent chez eux et les gens en fait se sentent très isolés et ont besoin aussi de partager, pas de parler parce que bon, je suis pas psychologue non plus
mais de partager. Et c'est partager une histoire, c'est partager un moment, c'est partager un métier, c'est parler de ses difficultés, c'est parler aussi du côté gratifiant. Les éleveurs, l'univers du cuir, de la laine, les gantiers, et globalement la transformation du cuir. Mais ce sont autant d'univers différents, mais qui sont liés par le même sentiment, cette appartenance au territoire. Il y a une vraie façon de travailler, il y a une âme qu'on amène sur le produit, sur le savoir-faire, il y a un vrai savoir-faire. On est un territoire, le Sud-Aveyron particulièrement, mais le Nord-Aveyron c'est pareil, on a vraiment tous ces sentiments qui sont présents, c'est-à-dire on va avoir de la fierté, on va avoir de l'envie du travail bien fait, on va avoir envie de travailler, il y a cette notion de famille, il y a cet attachement aussi au lieu. On est très attaché à sa maison, on est très attaché à son jardin, on est très attaché à sa ville. Moi, quand je vois que parfois dans des villes, le tempérament collectif s'efface, ici s'efface pas, ça se gomme pas. Les gens, ils savent dans le village ce qu'on peut faire, comment améliorer. Ils sont investis. Et moi, ça, je m'en rends compte en fait au fur et à mesure. Je trouve que ça prend de l'ampleur. Et ça, c'est magnifique. Pour moi, la solidarité, c'est le point fort. On doit absolument s'aider les uns les autres. On doit trouver des solutions pour accompagner les familles à rester. Peut-être pour finir, Olivier, c'est une question que j'ai un peu comme un rituel dans le podcast. C'est la dernière. C'est en quoi est-ce que vous croyez profondément ? La passion. On ne fait rien de bon sans passion. Donc, c'est moi ce qui me guide depuis le début. Tout ce que je le fais passionné. Et on dit que je suis un grand optimiste, mais en fait, c'est la passion qui me guide. Je suis quand même très pragmatique. Hein. J'ai bien la tête sur les épaules. Mais avec passion, on croit beaucoup plus facilement aux choses. On a une énergie qui vient. On est plus à l'écoute aussi. Je pense que c'est important d'écouter. On est dans un monde très rapide. Hein. Et les gens prennent pas le temps. Et il faut savoir poser son portable. Il faut savoir réfléchir. Il faut savoir s'engager. Donc voilà, oui, la passion, c'est ce qui m'a permis de retourner, finalement, de venir dans l'entreprise de famille, ce qui m'a permis de la développer. Voilà, donc sans la moindre hésitation, la passion. Merci beaucoup. Merci Lola. Merci. Vous êtes arrivés au bout de ce nouvel épisode de Finta. S'il vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez-le à vos amis, c'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter à Finta pour qu'il continue son chemin. Retrouvez Finta sur Instagram et sur Facebook, finta.lepodcast, pour ne rien rater des nouveaux épisodes et de leurs coulisses. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, gardez l'œil ouvert